La déclaration du bloc de la minorité parlementaire, un véritable réquisitoire en 11 points contre la gouvernance Talon. Après les analyses d'acteurs politiques au sujet des grandes lignes de la dite déclaration, nous vous offrons cette fois-ci la lecture d'hommes de droit et de professionnels de médias. Ils sont déjà installés, prêts à s'adonner à l'exercice. Donc, Lama Balo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et vous répondre à leur façon, journaliste, vous êtes le directeur de Radio Soleil FM au Bénin. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir pour moi d'être sur votre plateau. En tout cas, chaque fois que vous me faites le plaisir de m'inviter, je réponds et je répondrai. Sachez que c'est toujours un plaisir partagé. En face de vous, pour l'instant débat, Maître Alain Orula, observateur très averti de l'actualité africaine. Il est avocat au barreau de Cotonou, au Bénin. Maître Alain Orula, bonjour. Bonjour Joël. Merci aussi pour la disponibilité. Je vous en prie. Avec votre permission, nous allons très rapidement faire un petit tour à la régie. Ensuite, on se revoit pour l'instant débat, proprement dit. Après 1001 interpellations du gouvernement à travers des questions orales, les députés de la minorité parlementaire ont entrepris de parler d'une seule et même voix. À travers une déclaration prétoire de l'Assemblée nationale, ils appellent le peuple à la vigilance. Les signaux, disent-ils, ne seraient pas rassurants. Des préoccupations élaborées en 11 points. Nous allons commencer par l'un des points qui interpelle le pouvoir législatif. Chers invités, la vassalisation, je cite là, l'un des points de la déclaration, la vassalisation de l'Assemblée nationale se manifeste entre autres par la mise entre parenthèses de son règlement intérieur qui se traduit notamment par les nombreux ateliers d'imprégnation des députés sur instigation du gouvernement, sur des thèses qui ne sont même pas introduits à l'Assemblée nationale. Donc, Lama Balo, vous avez suivi le porte-parole de la minorité, Justin Adouvi, se prononcer en ces lignes. Ils se jettent d'abord la pierre, eux-mêmes les députés. En leur sein, ça ne va pas. Non, mais c'est tout à fait stratégique. Et je crois qu'il était temps, n'est-ce pas, que les députés de la minorité puissent prendre officiellement la parole à la tribune de l'Assemblée nationale pour dire un peu leur lecture de l'actualité nationale. Ce que je constate, c'est quoi? C'est que, ça c'est un regret personnel, lorsque le gouvernement convie tous les députés en dehors de l'hémicycle pour aller justement parler de questions législatives, les députés de la minorité auraient dû refuser d'y aller. Donc je n'ai pas constaté leur refus d'y aller, j'ai constaté simplement qu'ils y étaient, qu'ils ont pris part aux travaux, qu'ils ont sûrement profité ou bénéficié des circonstances, n'est-ce pas, que vous connaissez, que nous connaissons tous lorsqu'on fait ce genre de déplacement. Et donc, ils ont été complices, n'est-ce pas, de cette vassalisation dont vous parlez du pouvoir législatif. Aujourd'hui, qu'ils en viennent à la tribune de l'Assemblée nationale pour dénoncer la chose, c'est un fait, c'est une bonne chose, mais on n'oublie pas qu'ils y ont participé. Et c'est là le regret que j'ai personnellement. Je crois qu'à l'époque, ils auraient dû tous ensemble, n'est-ce pas, cette minorité, dénoncer la procédure qui consistait à faire déplacer tous les députés à Dassa dans l'hôtel d'un député pour pouvoir faire ce qu'ils font là et que nous savons tous. Ils ne l'ont pas fait à l'époque. Aujourd'hui, je trouve que c'est trop tard puisque ces lois en question, pour la plupart, ont été votées et promulguées par le chef de l'État. Quand ils sont en minorité. Ils sont en minorité, oui, d'accord, mais la minorité agissante, la minorité peut refuser de s'associer à certaines manœuvres. Mais à l'époque, cette minorité n'a pas refusé. Elle y est allée. Elle a même pris part aux travaux. Il y a seulement un ou deux qui avaient dénoncé vertement ce qui se préparait là. Mais ce n'était pas un travail collégial, n'est-ce pas? Et ça, c'est un regret personnel que j'ai eu par rapport à ce comportement. Mais pas trop tard, pour mieux faire, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mais c'est tard maintenant, puisque les lois en question ont été votées, déclarées conformes et promulguées par le chef de l'État. Allez, Orula, oui, les députés ont commencé par nettoyer d'abord chez eux. Ils se désolent d'une certaine vassalisation de l'Assemblée nationale. Le pouvoir législatif en difficulté, disent-ils. D'abord, pour situer les choses, on ne peut pas parler de minorité parlementaire puisqu'il ne s'agit pas d'un groupe parlementaire. Et ça a été une minorité de circonstances, c'est-à-dire qu'on retrouve la plupart des députés qui se sont opposés avec succès à la révision controversée de notre Constitution. Mais les mêmes députés sont fondus dans la masse qui a voté
à l'unanimité le budget que le gouvernement et les parlementaires ont trouvé exagéré, puisque les choses ont été revues significativement à la baisse, et que cet unanimisme s'est retrouvé à l'occasion de l'adoption d'autres textes et d'autres séminaires et d'autres voyages et d'autres agréments. Ceci étant, il n'est jamais tard pour bien faire, effectivement. Il y a un bloc qui se dégage et qui prend à contre-pied l'unanimisme suspect qui régnait au sein du Parlement et qui masque mal les angoisses dénoncées, la volonté coûte que coûte d'être agréable au pouvoir exécutif pour des raisons qui sont personnelles à chacun des députés. Et donc tout ça au préjudice, n'est-ce pas, de la mission qui est la leur, à savoir le contrôle de l'action de l'exécutif, la contestation afin que les choses soient bien faites, soient bien régulées, parce que l'unanimité ou l'unanimisme n'augure jamais rien de bon. Nul n'est parfait, le pouvoir exécutif ne peut pas être bon dans tous les exercices. Donc si tout le monde trouve que c'est bien, c'est que c'est suspect. Et enfin, c'est une doctrine, entre guillemets, qui démontre à quel point nos députés se soucient peu de l'intérêt des populations qui sont supposées représenter. Ceci étant, je salue le courage de ce bloc qui se dit de la minorité parlementaire, qui trouve qu'il est essentiel, voire indispensable, d'alerter sur les dérives du pouvoir exécutif, qui est certainement animé de bonnes intentions, mais je rappelle toujours que l'enfer est pavé de bonnes intentions et dont les actions semble déranger non seulement des intérêts des uns et des autres, mais ne rencontre pas l'adhésion des populations, et je crois que c'est important. Donc, comme Mabalo, unanimisme suspect, allez, on a prononcé l'expression 2 fois, mais on a entendu plus d'un observateur parler aussi ce langage. Qu'y a-t-il de mauvais dans cette option? Si option il y a officiellement, les députés, le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé, ne se prononcera certainement pas là-dessus. Mais pourquoi pense-t-on que cet unanimisme est suspect? Et qu'y a-t-il de mal à cela? Oui, ben, c'est ce que nous dénonçons tous les jours. De toutes les façons, ce que les députés de la minorité ont fait n'est rien de nouveau par rapport à tout ce qui se fait déjà. Ils ont juste apporté leur touche à la symphonie collective qui existait déjà. Et c'est une très bonne chose. Voyez-vous, le système démocratique dans lequel nous sommes a consacré la séparation des pouvoirs. Et l'Assemblée nationale devrait être une institution de contrôle de pouvoir, contrôle de l'action gouvernementale. Je ne dis pas forcément contre-pouvoir, mais je dis contrôle de l'action gouvernementale. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, ce contrôle n'est pas réel. Il se fait qu'aujourd'hui, les députés peuvent être déplacés par le gouvernement à un endroit autre que l'hémicycle. Et moi, je pense que quand on a une majorité, n'est-ce pas, des députés en dehors de l'hémicycle, même si c'est en dehors de l'hémicycle, je considère que c'est toujours l'Assemblée nationale qui se réunit. Et donc, les décisions qui sont prises à ces forats-là sont des décisions sérieuses. Et donc, lorsqu'on se laisse déplacer par le gouvernement et qu'on laisse des membres du gouvernement venir entretenir des députés sur la pertinence de certaines lois, lorsqu'on se rend compte que pour contourner l'intelligence, on quitte les projets de loi, on prend des projets de loi qu'on va exposer, n'est-ce pas, aux députés qui reprennent à leur compte ces projets, les transforment en propositions de loi, vous vous rendez compte qu'il y a donc un unanimisme suspect, comme Maître l'a dit. Je suis totalement d'accord par rapport à ça. Ce que je dénonce, c'est quoi? C'est le fait de n'avoir pas rejeté la proposition du gouvernement. Le fait d'avoir participé, n'est-ce pas, à toutes ces rencontres-là pour venir aujourd'hui dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'Assemblée, je trouve cela pas responsable. Je trouve cela un peu tard, même si vous pensez qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais vous constaterez que ces lois en question ont été votées, reconnues conformes par la Constitution, promulguées par le chef de l'État et déjà en vigueur. Voyez-vous ce qui se passe actuellement sur le RAVIP? C'est un exemple que je vous donne. Mais qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant, selon vous? Je ne vous comprends pas. Qu'est-ce qu'on peut encore faire maintenant? La loi a été votée. La commission politique a été installée conformément à la loi, n'est-ce pas? Avec 9 représentants du gouvernement, 9 représentants de l'Assemblée nationale. Vous avez vu les représentants de l'Assemblée nationale? Vous avez vu ceux qui ont été envoyés dans cette commission politique? En tout cas, nos téléspectateurs ont de mieux comprendre ce que vous dites. Et donc, vous vous rendez compte que... Ce sont des députés qui ont été envoyés, donc là. Ce sont des députés, je ne refuse pas.
Mais ce ne sont pas les seuls députés. Nous avons combien de députés à l'Assemblée nationale? 83, n'est-ce pas? Il paraît que c'est les meilleurs qui ont été retenus. Non, attention. Mais dans la commission, vous voyez des députés qui ont été utilisés déjà pour des listes électorales avec les échos qu'on a. Avez-vous déjà oublié la Lépi Bakou dans ce pays? Je ne sais pas. Avez-vous déjà oublié que certains députés qui sont justement dans cette commission politique sont du côté du pouvoir? Il y en a combien parmi les 18 qui sont de la minorité? Moi, j'ai essayé de faire le calcul. Je n'ai pas vu 2-3. Je n'ai pas vu 2-3 de la minorité. J'ai vu beaucoup de députés. Vous voulez de la dire majorité. que l'appareil mis en place est un appareil d'office acquis à la cause du pouvoir? Je ne le dis pas encore, mais je vous invite à faire le constat avec moi. Avez-vous déjà oublié que dans ce pays, on a confié le RAVEC à un certain Cyril Goubedi, Vous voulez dire? qui est membre de la commission actuelle. Ils apprennent, les téléspectateurs. Il est membre de la commission. Il est le premier rapporteur de la commission. Poste stratégique. Non, vous savez. Et donc, nous reprenons les mêmes et nous recommençons à zéro. Et nous ne tirons pas leçon du passé. En fait, c'est ça qui me désole. Parce que l'instrument technique, le Vous voulez RAVEC, dire que le peuple est complice de ce qui lui arrive? pas le peuple, les députés, Les députés. qui sont l'émanation du peuple, qui sont censés représenter le peuple. Le peuple, aujourd'hui, ne peut rien faire, puisqu'il a désigné des représentants qui sont en intelligence avec le pouvoir, contre les intérêts du peuple. Bon, donc, nous, on est obligés de constater, et quand je dis que les députés de la minorité ont fini par rejoindre un ensemble qui existait déjà et qui dénonçait les choses, tant mieux pour la démocratie. Mais j'espère que ça va nous amener loin. Maître Alain Rolla, oui. Donc là, va pousser un peu loin le bouchon, peut-être pas trop, mais il constate que cette vassalisation n'est pas que de façade. Il apporte de l'eau au moulin de cette minorité, donne des exemples qui, pour lui, n'augurent rien de bon pour un pays qui se dit vraiment démocratique. La vassalisation, et j'ai manqué l'occasion de le dire, maintenant l'occasion se présente, la vassalisation s'inscrit dans la continuité et pas dans la rupture, puisque déjà numériquement, c'est les mêmes députés qui avaient du temps de la présidence du président Yahi Boni, les députés dont le chef faisait pimpant, souvenez-vous-en. Le président actuel est obligé de faire avec ceux qui sont là, mais il n'est pas obligé de poursuivre les méthodes d'antan. Et il va de soi qu'on a repris les mêmes et qu'on recommence les mêmes choses. L'exemple qui a été donné sur le RAVIP, c'est ce qui m'a frappé aussi. Vous savez, on peut insuffler un nouveau dynamisme, mais le dynamisme qui est insufflé est un dynamisme toujours d'unanimisme, de complot. C'est-à-dire que tout se passe comme si on veut contrôler, quadriller, et on met ceux qui sont acquis ou ceux qui sont soumis. Si vous regardez bien cette liste, personne n'est libre. Parmi nos honorables députés qui composent cette liste, je ne pense pas que l'honorable Arifari Bako, pour qui nous avons beaucoup de respect, ferait mieux que ce qu'il avait fait et qui est critiqué, qui n'a pas été jugé suffisant. Maître Alain, là, vous dites quelque chose de très grave. Mais critiqué hier, vous le voyez encore dans les mêmes manèges. Je ne dis rien de grave, je constate que le travail est refait, ce qui signifie que ce qui avait été fait n'est pas au point. Donc, et en principe, on devrait changer. Mais bon, je ne suis pas contre les indemnités, les commissions qui sont liées à ces différentes fonctions. Donc, on a les mêmes acteurs pour parvenir à une liste qui nous a coûté déjà suffisamment cher, plusieurs dizaines de milliards, et on continue. Et tout ça se fait au pas de charge, et ça cache, ou ça masque à peine les intentions qui sont derrière ces différentes démarches. C'est toujours le contrôle de la liste, le contrôle du scrutin, etc., etc. Mais le fait est patent qu'il y a des attentes déçues sur la rupture prônée qui voudraient que, même si on ne rompt pas avec tous les hommes du système, on ne soit pas à ce point en intelligence avec eux, que des honorables d'hier, naguère totalement acquis au président Yahi Boni, retournent kazakh et se montrent dans une posture de proximité inquiétante avec le nouveau régime qui prône la rupture et qui sont d'accord, qui applaudissent pour tout, qui ne trouvent rien à redire. C'est ça qui est suspect, c'est ça qui n'est pas démocratique et c'est ça qui ne va pas aider le président de la République et son gouvernement à véritablement innover, à véritablement venir à une normalisation, entre guillemets, voulue et prônée.
Sale temps pour les patients des centres de santé publique sur la quasi-totalité du territoire national. Les 48 heures de grève cyclique observées courant fin août et pratiquement tout le mois de septembre passent désormais à 72 heures avec possibilité d'un durcissement de temps par la suite. Le bras de fer entre personnel de santé réunis au sein du collectif des syndicats de santé et autorités de tutelle peine malheureusement à s'assouplir et d'augure visiblement rien de bon. De l'absence de dialogue entre les deux parties, les patients en paient déjà le prix fort. Pourquoi de 48 heures, la grève passe-t-elle désormais à 112 heures? Quel est fondamentalement le point d'achoppement des revendications? Quelle concession de la part du collectif des syndicats du secteur de la santé pour aider à définitivement tourner la page de la malencontreuse crise? Mesdames, Messieurs, les éléments de réponse à ces questions et bien d'autres, ce sera tout à l'heure avec nos invités. Thème au menu, paralysie du secteur de la santé au Bénin, une grève raisonnable ou abusive. Et déjà confortablement installé, Alao Fatiou Yessoufou, coordonnateur adjoint de l'intersyndicale des ressources humaines en santé, IRHS. Il est membre du collectif en grève. Alao Fatiou Yessoufou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Il n'y a pas de problème, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir est partagé, sachez-le. En face de vous, Dr Joseph Lamoissonon, président du CPH, le collectif des praticiens hospitaliers. Il est également membre du collectif. Joseph Lamoissonon, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Tout le merci est partagé. Oui, un sujet de santé publique qui nous réunit ce matin. Nous allons, avec votre permission, effectuer une liaison très rapidement avec la régie et on se retrouve pour l'instant, débat proprement dit. Bientôt un mois qu'il brûle le torchon entre le corps médical du Bénin et le pouvoir central. Ponctué tout au départ d'un mouvement de débrayage de 48 heures, le bras de fer se poursuit et fait désormais place à 72 heures dans le rang des usagers des centres de services publics. C'est la désolation, la consternation. Alors, Alao Fatiou Yessoufou, pourquoi de 48 heures le mouvement passe désormais à 112 heures alors que les populations attendaient l'autre nouvelle, 24 heures de grève, pourquoi pas absence de grève? Merci, monsieur le journaliste, et permettez-moi d'entrer et de vous remercier par rapport à l'opportunité que vous nous offrez pour nous adresser à l'opinion internationale. J'allais dû ajouter nationale, mais vu la méchanceté des hommes, il se fait que les populations béninoises ne peuvent pas nous recevoir, ne peuvent pas capter Sika TV pour les éclairages que nous voulons vous apporter ce matin. Ceci étant, le secteur de la santé, pour la plupart des hommes, est un secteur très sensible, dit-on. Mais lorsque un secteur aussi sensible va en grève, un pouvoir responsable doit pouvoir rapidement s'accorder pour inviter les gens autour d'une table. Ce n'est pas le cas, cette fois-ci, avec le pouvoir de la rupture. Mais ce qui est étonnant, les gens sont venus avec un concept de rupture. Et pour moi, citoyen béninois, c'est que quand on dit rupture, c'est que tout ce qui se faisait négatif doit être positif. Et tout ce qui se faisait positif doit être amélioré. Mais malheureusement, nous voilà, nos populations ne peuvent plus bénéficier depuis un mois, comme vous l'avez dit d'entrée, des soins qu'il faut. Parce qu'un pouvoir en face ne veut pas prendre ses responsabilités. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous allons en grève. Et comme le dit l'opinion, nous n'allons pas en grève pour tuer les gens. Du tout pas. Nous sommes un secteur, nous sommes des travailleurs qui, à des moments donnés, doivent pouvoir avoir des revendications à réclamer auprès du pouvoir. Et c'est dans ce sillage que nous sommes présentement. Et depuis un mois, comme vous le dites, nous avons avisé l'autorité par rapport aux revendications qui dataient de plus de 10 ans, je peux dire même. Alors, nous avons été patients jusqu'à un certain niveau et les élections sont venues nous surprendre. Et un nouveau pouvoir est venu. Et comme on le dit souvent, laissez-nous le temps de nous imprégner des dossiers, ce que nous l'avons fait. Mais on s'est constaté que ce pouvoir-là n'est pas véritablement venu pour faire la rupture. Alors, nous avons annoncé dans un sitting un mouvement de grève de 48 heures d'avertissement. Ce qui a été fait. Les gens ne nous ont pas appelés pour qu'on échange. Nous sommes passés à 48 heures de grève avec service minimum, 2 semaines. Les gens ne nous ont pas appelés.
jusqu'au moment où nous sommes, où je vous parle, où nous sommes passés de 48 heures à 72 heures de grève toujours avec service minimum, les autorités n'ont pas songé à nous appeler pour qu'on puisse échanger. Donc, pas de dialogue jusqu'à l'heure où vous intervenez? Pas de dialogue, je vous dis. C'est le mutisme total, c'est la sourde oreille. Alors, je ne sais pas ce que le pouvoir veut faire du secteur de la santé. Le pouvoir dit du nouveau départ. Ce que veut faire le pouvoir de la santé, en tout cas le pouvoir jusqu'à preuve de contraire, affirme être très disposé à aider ce secteur à redorer son blason. Et pour ça, un certain nombre de réformes ont été annoncées. Nous en parlerons certainement au cours de cette émission. Mais Joseph Laouansounou, président du CPH, pourquoi ce durcissement de ton? Quand je m'en tiens à ce que votre vis-à-vis a avancé, les arguments annoncés, en peu de mots, on peut dire que c'est l'absence du dialogue. C'est bien ça? Oui, c'est l'absence du dialogue. Ça fait depuis le 30 mai 2017 que le collectif des praticiens hospitaliers du Bénin avait organisé une conférence de presse à la Bourse du Travail. Et au cours de cette conférence de presse, nous avons dit publiquement à l'autorité que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont on veut conduire les réformes. Nous sommes des partenaires sociaux dans le développement, dans le secteur. Et les réformes que vous êtes en train d'élaborer, ce n'est pas les Guinéens ni les Sénégalais qui viendront l'appliquer. Ceux qui vont appliquer ces réformes sur le terrain, c'est encore nous. Et au niveau du secteur public aujourd'hui, le nombre de médecins qui officient dans le secteur public aujourd'hui au Bénin, hospitalo-universitaires comme praticiens hospitaliers ou médecins généralistes, nous sommes autour de 950 000 médecins. Donc, on ne peut pas élaborer des réformes et ne pas inviter les partenaires de ce secteur. Je ne m'en tiens pas seulement aux médecins, hein. Il y a les biologistes, comme mon confrère qui est là, il y a des paramédicaux, il y a les sages-femmes, les autres corps, sans les associer. Ils sont représentants d'une base, d'un secteur donné. Ils drainent un monde. Ils connaissent les problèmes du terrain comme nous-mêmes, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et quand vous regardez la composition de ceux qui ont été membres de cette commission-là, vous allez voir que c'est les amis, les proches du président, c'est les retraités. Mais on a eu dire qu'entre-temps, le débat a évolué. Le débat de la composition, le travail a été fait, vous avez demandé un rapport. Officiellement, on nous apprend, à vous de nous démentir, que l'autorité a fini par mettre à votre disposition le rapport que vous avez demandé, crié sur tous les toits. Oui. Et pourtant, vous êtes encore en grève. Oui, si vous suivez bien notre développement, oui. On nous a remis un rapport. D'abord, je vais vous dire les conditions dans lesquelles on nous a remis le rapport. C'est après le drapeau, un lundi matin, que notre ministre de tutelle a vu notre coordonnateur de l'intersyndicat, M. Adolphe Oussou, pour dire, tiens, j'ai une copie du rapport, je peux te le remettre tout de suite. Ah. M. Adolphe a tiqué pour dire comment. C'est comme ça qu'on remet un rapport? Non, monsieur le ministre, j'aurais souhaité que ce rapport me soit remis officiellement avec mon staff. Et là, le ministre a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Et ils se sont retranchés un peu. Donc, dans les 48 heures, 72 heures, c'était promis que le rapport devrait être remis officiellement. Mais après, M. Adolphe a encore annoncé au ministre que je ne vais pas recevoir le rapport seul. Hein. Je vais aller voir mon huissier de justice qui va faire la réception avec moi, parce que aujourd'hui, nous sommes sur des terrains vraiment sensibles et sur le plan juridique, il faut que je sois couvert. Dès qu'on a entendu que le rapport sera remis avec un huissier de justice, oui. On s'est encore rétracté et c'est une semaine ou 10 jours après qu'on a remis un rapport qui n'est même pas signé par les membres de la commission. Donc ce qu'on nous a remis, on se demande si c'est le vrai rapport, parce que juridiquement, il n'y a pas de signataire. Mais ce que les journaux ont évoqué là, que le rapport officiel a été remis aux agents de la santé,
C'est de ça que vous parlez de notre rapport. C'est le rapport. Le rapport n'a pas été sur les membres de la commission. Aucun signataire. Aucun signataire. On a seulement leur nom, aucun signataire. Mais là, nous, on n'est même pas... Le débat n'est même pas là. Le débat n'est pas celui. Non, le débat, c'est pas remettre le rapport. Mais ce qui est dans le rapport, nous sommes en train de prendre connaissance de ce qui est dans le rapport. Il nous avait déjà lu un résumé. Ce qui est dans le rapport ne cadre pas avec la réalité aujourd'hui sur le terrain. Moi, ça me fait 20 ans en milieu hospitalier. Monsieur Alao, il a fait le nord, le centre, le sud. Il connaît les problèmes dans son secteur. Mais nous allons nous rasseoir et discuter. C'est pas qu'on rejette. On n'a pas dit aujourd'hui de dissoudre la commission. Hein. On n'a jamais dit ça. Hein. Il y a déjà un rapport. Mais les partenaires, venez, on va s'asseoir avec le gouvernement et nous allons étudier les points qui clochent, ce qui ne va pas, sinon, c'est les mêmes choses. Ça fait plus de 20 ans que les différents gouvernants ont l'intention d'améliorer la santé de la population. Mais jamais ils n'y arrivent. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas véritablement la vérité aux chefs de l'État, aux différents chefs de l'État. Je suis sûr que c'est la situation. Parce qu'on avait déjà conduit une grève en 2013. Pendant 5 mois, les praticiens hospitaliers. Je vous jure que le président Yahi Boni a été informé des vrais problèmes qui ont fait que les médecins étaient en grève 1 semaine avant la fin de la grève. Le jour où il a appris les vrais problèmes des médecins, le président Yahi Boni a dit « Ah, je cède, je leur concède ça ». Et on nous a appelés pour dire « Ah, le Cette fois-ci, le chef d'État n'est pas informé des vrais problèmes. » Les gens, ceux qui l'entourent, ne lui disent jamais la vérité. Souvent, c'est ce qui se passe. Les gens disent au chef ce que le chef aime entendre. Mais la réalité, on ne dit pas. Sinon, la composition de ce gouvernement, ça a été le président de la commission, c'est un patron à nous. Il connaît les problèmes. Il doit dire au président de la République que cette commission-là, vraiment président, il faut qu'on associe les acteurs. Ils ont fait un jeu. Après 3 mois de séance, ils nous ont envoyé des convocations. On dit qu'on doit venir plancher pour 1 heure de temps. Comment un rapport qui engage toute une nation, les partenaires vont venir plancher pour 1 heure de temps? Et vous en êtes là, avec votre mission, oui. Monsieur Lao, lorsque le gouvernement, au-delà de tout, arrive à céder à l'un de vos principaux points, il s'agit de la remise en main du rapport. Aujourd'hui, c'est quand même un pas de franchi, un pas tout de même, une concession de la part du gouvernement. Qu'attendez-vous de plus pour faire de votre côté un pas? Sinon, quel est le pas que vous avez eu déjà à franchir? Merci, monsieur le journaliste. Et pour revenir un peu sur ce problème de réforme, comme l'a dit le président du CPH, voilà des gens qu'on a réunis dont la composition déjà fait problème. On ne peut pas prendre des gens qui avaient toujours évolué dans le système, amener 2 privés, amener 2 de la diaspora et penser qu'on peut faire des réformes sans associer ceux qui animent véritablement le secteur. Donc, ceux qui sont venus de la diaspora pensent peut-être que les réalités de là-bas sont les mêmes ici. Alors, ils ont proposé un certain nombre de choses qui ne cadrent pas avec les réalités béninoises. Ce n'est pas qu'au niveau du secteur, les agents de santé sont contre la réforme. Mais c'est la réforme exclusive là que nous sommes contre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui allons mettre en œuvre le moment venu. Mais pourquoi on ne nous associe pas en aval? Et ce qui m'énerve, moi, c'est que ce gouvernement, lorsqu'il est arrivé, c'est eux-mêmes qui se sont entendus avec nos centrales syndicales, avec le patronat et le gouvernement même à mettre sur pied une charte. Et en son article 6, il est question de dire, pour toute réforme, que ce soit sa conception ou sa mise en œuvre, on doit pouvoir associer les partenaires sociaux. Voilà, cette commission a déjà violé l'article 6 de la charte nationale. Une violation de fait. Une violation de fait. Ben, chemin faisant, le gouvernement a mis à votre disposition le rapport. Lorsque vous prenez nos motions de grève, oui, depuis qu'on a commencé, il y a 4 points non négociables. Le premier point, c'est de mettre à notre disposition le rapport. Mais il se fait que le lundi 18 septembre dernier, on nous a mis à disposition un rapport. Pas le rapport. Enfin, nous on dit que c'est un rapport qu'on nous a donné. La belle preuve, le président a dit tout à l'heure, un document qui n'est pas signé en matière syndicale, c'est un tract. Donc vous doutez de sa fiabilité? Nous doutons de ce rapport qu'on nous a mis à dispo. Mieux, c'est que lorsque ce rapport a été finalisé et adopté en Conseil des ministres le 22 juillet dernier, les membres de la commission ont commencé par sillonner le pays pour dire voilà, c'est ça que le président Talon veut vous faire.
Mais si ça n'arrêtait là, il n'y a pas de souci. Mais ils ont commencé par nous vilipender, nous, agents de santé, pour dire, voilà, on ne reçoit pas bien les malades. D'accord. Mais tout ce que l'homme fait sur cette terre n'est pas parfait. Et à des moments donnés, il faut attendre pour faire le bilan et pouvoir améliorer. Mais ça doit se faire ensemble. Ça n'a pas été fait. Le rapport a été adopté. Nous avons dit, en notre premier point, c'est de mettre à notre disposition ce rapport. Mais pour nous, ce n'était pas suffisant. La belle preuve, lorsqu'on nous a remis ça en présence d'un huissier le 18 septembre dernier, notre représentant disait au directeur du cabinet qui nous a remis le rapport, écoutez, par rapport au reste des points, parce que c'est au total 4 points, on vient de satisfaire à un que nous prenons encore avec pincette, parce que nous devons nous imprégner du contenu pour savoir effectivement si ça concorde avec les observations que nous avions envoyées. Parce qu'en temps, il faut que je souligne, comme l'a dit le président, le 10 mai 2017, la commission nous avait invités pour nous faire une projection du résumé du rapport. Malgré que ça soit un résumé, nous avons apporté des observations. Tu as été pris en compte, non? Justement, c'est la question que je suis en train de me poser. Lorsque vous appelez des gens pour leur faire des projections et qu'ils apportent des observations, vous devez les rappeler pour leur dire, écoutez, vos observations sont prises en compte. Mais contre toute attente, le rapport a été adopté en Conseil des ministres. Merci de vous laisser conduire pour ce numéro de 100% bénin au cœur de l'appareil judiciaire béninois, non pas dans ses compartiments, mais dans son mode de fonctionnement au quotidien vu par le Syntrajab, le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin à l'ère du régime du nouveau départ. Car du dossier portant nomination de greffier en chef et d'assistant de greffier en chef au niveau de certain nombre de juridictions. Irrégularité, violation délibérée des textes de loi, telle aura été l'appréciation du bureau directeur national du Syntrajab relativement au dossier. Prenant tout le peuple et la communauté internationale à témoin, il appellera à travers une déclaration officielle à la remise en cause des nominations querellées et à la suppression de l'arrêté mis en cause. Une semaine après la fameuse déclaration à l'allure d'une alerte, qu'est-ce qui aura véritablement changé au niveau du dossier? L'oreille attentive attendue du garde des Sceaux a-t-elle pu être au rendez-vous? Le dossier peut-il enfin être conjugué au passé? L'instant débat proprement dit, mesdames, messieurs, pour nous édifier sur ces questions et bien d'autres, ce sera autour du thème nomination controversée du greffier en chef et d'assistant du greffier, simple malentendu ou une réelle épreuve pour l'appareil judiciaire. Avec nous sur ce plateau, le secrétaire général du bureau directeur national du Syntrajab, Maître Apollinaire Efewe, déjà installé. Apollinaire Efewe, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci également pour l'opportunité. Vous savez, c'est toujours un plaisir de porter à l'attention de nos téléspectateurs ce qui ne va pas et qui n'est pas forcément compris du grand nombre. C'est donc un plaisir de vous savoir disponible pour nous accompagner durant ce débat. Et pour les 45 minutes, vous aurez en face de vous un juriste. Il est Kofidja, juriste, il est analyste politique. Son regard compte. Au sommet de l'État, toute décision, quoique technique, a toujours, dit-on, un brin d'odeur politique. Il est Kofidja, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci de nous accompagner aussi. Et le merci à partager. Mesdames, messieurs, avant d'entrer dans le vif du sujet, un tour à la régie et juste après, on se retrouve. Le corps des greffiers et officiers de justice du Bénin, très remonté contre le garde des Sceaux. À l'autorité, il est reproché donc à l'autorité des nominations fantaisistes en violation, dit-on, flagrante des textes de loi. Une semaine déjà que des voix se sont élevées appelant au respect strict des textes en question. Mais en croire certaines indiscrétions, l'autorité passerait plutôt son chemin. Une préoccupation mineure pour un département ministériel dont on attend beaucoup. Le Syntrajab, par contre, ne l'entend pas de cette oreille. Alors, Apollinaire Efewe, qu'est-ce qui oppose fondamentalement le Syntrajab à l'autorité? Merci, monsieur le journaliste. Encore une fois, permettez-moi de remercier Sika TV pour cette opportunité qui nous est offerte pour éclairer l'opinion publique sur la crise qui agite la maison justice
depuis la nomination des greffiers en chef et de leurs assistants. En réalité, la constitution béninoise du 11 décembre 1990, en son article 98, et plus précisément le 6e tiret, a prévu qu'un certain nombre de statuts de la maison justice soient pris par loi. C'est ainsi donc que le statut des greffiers et officiers de justice, la loi 2007-01 du 29 mai 2007, portant statut des greffiers et officiers de justice en République du Bénin, est venue en application de cette disposition constitutionnelle. Et comme toute loi, on a besoin de préciser, de spécifier, de compléter, de faciliter l'application de cette loi à travers des décrets d'application. Et c'est ainsi que courant avril 2015, plusieurs décrets d'application de cette loi ont été pris par le gouvernement d'alors, dont nous avons le décret 2015-180 portant modalité de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin, et le décret 2015-178 portant plan de carrière des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Alors je dois dire que ces deux décrets que je viens de citer organisent en réalité la gestion de la carrière et la promotion hiérarchique des greffiers et officiers de justice en République du Bénin. Alors, après la prise du décret 2015-180 portant modalité de nomination, il était nécessaire d'actualiser donc les nominations des greffiers en chef et de leurs assistants à la tête des greffes des juridictions du Bénin, puisque le dit décret en son article 98 a déclaré tous les postes de greffiers en chef vacants dès sa signature et a imparti un délai de 3 mois pour actualiser donc ces nominations et se conformer aux dispositions légales désormais en vigueur. C'est donc en application de cette disposition que le garde des Sceaux, par arrêté numéro 123, qui date de décembre 2016, a lancé donc un appel à candidature pour pourvoir aux différents postes de greffiers en chef et assistants qui étaient vacants. Alors, la procédure a eu lieu, il y a une commission qui a été installée. Cette commission est présidée par le directeur des services judiciaires. Il y a des personnes ressources du corps des greffiers et officiers de justice qui sont représentés au niveau de cette commission. L'appel à candidature a été lancé. Les collègues greffiers et officiers de justice qui remplissaient les conditions avaient déposé leur dossier. Donc, nous étions dans une logique, n'est-ce pas, de dépouillement. Sinon, le dépouillement a d'ailleurs été fait et la commission a déposé régulièrement son rapport au garde des Sceaux. On s'attendait donc à ce que les nominations puissent se faire conformément donc aux dispositions que le garde des Sceaux avait si bien commencé par appliquer. Mais à notre grand étonnement, il y a de cela 2 semaines, lorsque les nominations sont sorties, nous avons constaté dans un premier temps qu'il y a eu un décret, c'est-à-dire le décret 2017-388 du 4 août 2017, qui a nommé des assistants et des greffiers en chef à la tête de certains greffes. Mais ce décret déjà comportait des irrégularités que nous avons soufflé à l'oreille de l'autorité. Alors que nous attendions à ce que l'autorité nous appelle pour que nous puissions discuter par rapport à ces irrégularités, un autre arrêté sort et cet arrêté vient tout gâter dans la mesure où cet arrêté ne se conforme nullement au décret portant modalité de nomination des greffiers en chef, mais vient également violer les dispositions légales, les normes et pratiques administratives en ce que cet arrêté a consacré l'érection de greffiers en chef jeunes pour diriger leurs doyens à la tête des greffes. Donc, en somme, et l'arrêté et le décret sont venus tout mélanger, tout bouleverser au niveau de la maison de justice. Et vous en êtes là actuellement? Actuellement, nous en sommes là. Nous avons, donc, suite à cela, appelé l'attention de l'autorité sur l'illégalité des tests qui venaient d'être signés. On va apprécier cet appel-là. Il est, Koufidja, vous suivez le justiciable désormais un peu inquiet de la situation, la scène qu'offre ce que d'aucuns appellent déjà un bras de fer entre le garde des Sceaux et le Sintrajab. Je suis surpris, hein, choqué. Surpris, choqué. Par quoi? Pourquoi? Estomaqué.
J'ai envie de vomir. Non, mais il ne faut pas lier des mots autour d'un sujet. Simplement Sont toutes parce simples que- quand même. Simplement parce que, à entendre mon vis-à-vis, nous sommes en présence d'une fraude à la fonction publique. C'est pour copier les mots du garde des Sceaux, qui pour moi garde très mal ses sceaux. Fraude à la fonction publique. Il y a un endroit, il y a un principe qu'il a consacré d'ailleurs, fraus omnia corrompit. Vous savez, il a évoqué la loi numéro 2007-01 du 29 mai 2007. Lorsque vous lisez cette loi, vous comprenez que la nomination des greffiers en chef et assistants est faite par décret, par le président de la République, sur proposition du garde des Sceaux. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que cela relève de la responsabilité du chef de l'État. Et lorsque l'on jette un coup d'œil sur la hiérarchie des normes, nous avons au sommet la Constitution, les ordonnances, les décrets et ensuite l'arrêté. Je ne vois pas en quoi un arrêté pourrait venir bousculer ou tordre le cou à une décision décrétale. L'arrêté est pris par le ministre alors que le décret est pris par le président de la République. Mais là où le bas blesse, c'est que et le décret et l'arrêté sont venus violer les règles minimales et minimalistes régissant le corps des greffiers. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que nous avons en face de nous un gouvernement patenté ou aisé dans l'art de violer Non, mais nos tests est-ce de la qu'il République. il faut, sur cette décision, généraliser l'acte à une décision collective quand vous parlez de gouvernement? Je parle de gouvernement dans la mesure où je vous ai fait comprendre tout à l'heure que cela relève normalement du pouvoir du président de la République sur proposition du garde des Sceaux. Le Conseil des ministres À n'a quoi pas eu sert à se alors prononcer. ne s'est même pas Donc, prononcé. est-ce que c'est À le quoi gouvernement sert alors, qui à est quoi interpellé? sert alors l'arrêté du garde des Sceaux? Le garde des Sceaux a reçu mandat de qui pour procéder comme il l'a fait, en positionnant des greffiers qui sont plus anciens que d'autres, ou en faisant, ou en violant une autre disposition qu'il a citée et qui exige que le greffier puisse avoir une pratique de façon contenue pendant 5 ans. Apolline, vous citez et parlez d'irrégularité et de violation. Où est-ce qu'il y a réellement problème? Merci, monsieur le journaliste. Les irrégularités sont très nombreuses. Vous ne dites pas par... nombreuses, mais très nombreuses. Très nombreuses. Je voudrais d'abord revenir un peu sur la déclaration de mon vis-à-vis tout à l'heure pour expliquer qu'en réalité, le Conseil des ministres est prononcé par rapport à une partie des nominations. C'est-à-dire les nominations qui ont été faites par le décret, à travers le décret 2017-388, en réalité, proviennent, n'est-ce pas, du Conseil des ministres. Mais ce décret également pose problème dans la mesure où des collègues qui ne remplissent pas les conditions ont été nommés. Qu'est-ce que vous appelez des collègues qui ne remplissent pas les conditions? Vous avez Alors, dit qu'il y a appel à candidature, les gens postulent, et c'est suite à ça qu'on les retient. Où est-ce qu'il y a problème? Je disais tout à l'heure que le décret portant modalité de nomination des greffiers en chef et de leurs assistants en République du Bénin et le décret portant plan de carrière des greffiers et officiers de justice en République du Bénin a prévu des conditions pour être nommé greffier en chef. Alors, lorsque je prends l'une des juridictions, le tribunal d'Alada, Oui. nous avons constaté à travers le décret que celle qui a été nommée greffier en chef du tribunal d'Alada, par exemple, alors, elle est de la promotion 2011, elle a fini l'école, elle a prêté serment qu'en novembre 2016. Récemment. Après sa prestation de serment, elle n'a même pas été affectée dans une juridiction, elle a été affectée donc à la direction de la législation de la codification des sceaux, à la DLCS. Ce qui voudra dire qu'elle ne maîtrise pas, elle n'a pas l'expérience qu'il faut, elle n'a pas pratiqué la profession de greffier pour savoir en réalité ce que c'est avant de prétendre diriger des collègues. Mais c'est sûr, à l'ADA, il y a des compétences avérées. À l'ADA et dans toutes les juridictions du Bénin, il y a des compétences avérées. Mais là où le bas blesse, c'est que le plan de carrière des greffiers officiers de justice, en son article 1er, a prévu qu'un officier de justice, avant de pouvoir se faire nommer greffier en chef à la tête d'un tribunal de première instance de deuxième classe,
doit justifier d'un minimum de 5 années de pratique professionnelle continue.